Détroit. Un tout petit musée, plein d'un charme fou, vient d'ouvrir au 49 montée de la Casbah à Tanger. De ces projets qui donnent une âme à une ville. Abderrahim Benatabou en est l'initiateur. Ce petit cousin de la grande chanteuse populaire Najat Atabou, originaire de Khmisset, est passé par Rabat où il a effectué une faculté d'économie, puis une école de cuisine à Ouarzazate, avant d'être recruté au mérite à l'ISIT, l'Institut supérieur des métiers du tourisme de Tanger. Déjà, il connaissait cette ville où sa mère avait dirigé l'école hôtelière. Abderrahim Benatabou va ensuite gérer la maison d'hôte de la sœur de Bertrand Cantat, à Chefchaouen. Il y découvre la richesse de son terroir et du patrimoine, le potentiel touristique et de services que possède le Maroc. Sur la lancée, il crée sa marque de confiture locale avant de participer à l'émission Challenge, la Star Academy des entrepreneurs, puis d'ouvrir un green shop à Ben Guerir quand la ville s'est affichée comme l'Eldorado de l'énergie renouvelable et de la pensée verte au Maroc. C'est bien à Ben Guerir, au nord de Marrakech, où il n'y avait que 2 taxis, qu'il a rencontré les ânes et s'est passionné pour cet animal qui symbolise pour lui toutes les alternatives pour un monde meilleur. Participant à la Boubana, la résidence poétique qu'Aurore Claverie avait animée au début des années 2010 à Tanger, il décide alors d'ouvrir dans la ville du Détroit son musée des ânes. Voilà donc un entretien plein de réverbération, on n'est pas des professionnels, et d'amitié. Alors Abderrahim Benatabou, bonjour. Nous sommes ici sur la montée de la Casbah, à Tanger, dans le musée de l'âne de Tanger, tout nouveau petit musée, petit mais admirable. Alors j'aimerais bien que vous nous le décriviez un petit peu, ce musée. Bonjour, alors c'est un plaisir. On se connaît depuis quelque temps et tu es l'une des personnes qui a suivi le musée depuis quelques années, qui a même participé parfois à repérer certains artistes et certaines œuvres. Le musée est un espace dédié à la relation homme-animal. Bien sûr, l'âne est un porte-parole de cette cause. Le musée comprend une salle dédiée à l'art pictural, à la photo, au graffiti, et une autre salle dédiée à la littérature. Parallèlement, il y a des archives qui sont consultables par des chercheurs, par des écrivains, par des gens intéressés par la cause animale. Et voilà, donc j'ai essayé de rassembler le maximum. Ça fait 4 ans que je travaille sur le sujet des archives. Et j'ai essayé de rassembler le maximum parce que pour moi, plus les gens voient des choses sur l'âne, moins leur inadmiration pour cet animal restera. Donc, qu'est-ce que vous entendez, ou qu'est-ce que tu entends, puisqu'on se tutoie, par inadmiration de l'âne? Parce que depuis que j'ai commencé le projet, je suis obligé à chaque fois de me répéter 3 fois. Quand je dis musée de l'âne, les gens me font répéter le âne, oui, âne. Âne, oui, âne, oui, âne. Et je me rends compte que depuis j'ai créé ce qu'on appelle la réponse automatique. C'est pourquoi un musée de l'âne?
et ma réponse est devenue avec le temps pourquoi pas. Pourquoi pas cet animal qui est omniprésent dans la campagne marocaine, omniprésent sur les cartes postales d'époque, omniprésent dans le collectif marocain, dans les blagues marocaines, dans l'imaginaire marocain, pourquoi ne mérite-t-il pas un musée? Sachant en plus que le Maroc possède le plus grand cheptel d'ânes nord-africain, si ce n'est africain. Donc voilà, pourquoi un musée de l'âne? Eh bien, pourquoi pas? Et puis j'espère qu'un jour des gens auront un peu l'audace de faire un musée de la conserve de la sardine, puisque nous sommes premier exportateur mondial de sardines. Pourquoi pas un musée de la sauterelle? Pourquoi pas un musée de la fameuse du fameux phoque moine dont on est les seuls dont on est le seul pays qui en possède encore en Afrique, dans la région de Dakhla. Pourquoi pas le macaque de Barbarie? Pourquoi pas voilà, la liste est longue et je trouve dommage que nous n'exploitons que l'image du chameau, qu'un animal que je respecte énormément, mais qui n'existe pas dans le Maroc où j'ai grandi. Et le cheval? Le cheval a ses lettres de noblesse. Le cheval fait partie de la mythologie arabe. Le cheval fait partie de tout un engagement par les autorités marocaines. Mais effectivement, le cheval aussi. Le cheval aussi. Alors, quand tu parles de musée de l'âne et des animaux, tu traites encore d'autres animaux à part l'âne? Oui, à la base, le musée de l'âne était réfléchi comme étant le musée de l'âne, de la cigogne et de la tortue, et je me suis dit, c'est un peu trop lent. Ça fait fable de La Fontaine, ça. Ah oui, et puis ça fait aussi histoire de Joha, ça fait aussi toutes ces histoires pour enfants avec ces fables. C'est un moment ou un autre dans ma réflexion, je me suis rendu compte en découvrant ces animaux, parce qu'il a fallu bien sûr les étudier, approfondir le sujet. J'ai découvert que la tortue n'aimait pas de sang, et la cigogne n'aimait pas de sang non plus comme tous les oiseaux. Elle claquette du bec par absence de cordes vocales. Et donc je me suis dit, finalement, nous parlons d'animaux muets, que l'âne soit leur porte-parole, avec une voix que l'on connaît, qui nous connaît, avec ce rapport 5 fois millénaire. Je me suis dit, qui peut être le directeur du syndicat des animaux marocains? L'âne. Et donc l'âne est devenu le symbole du musée. Par contre, pour les chercheurs, il est très facile de discuter de tous les animaux et de leur trafic, de leur extinction possible. Et voilà, donc effectivement, pour un visiteur, pour la première fois, ce n'est que le musée de l'âne. Pour les chercheurs, pour les intéressés, c'est le musée des animaux en voie d'extinction et des animaux endémiques du Maroc. Alors, quand tu parles de chercheurs, tu évoques qui peut venir ici dans ce local, cet établissement pour se trouver des archives? Les étudiants, j'ai reçu des étudiants en architecture, parce que dans des villes comme Tanger, les seuls terrains encore exploitables et intéressants pour des grands projets touristiques sont les zones humides. Et je citerai celle de Malabata et celle de Wedley Hood à Californie. Ces deux zones intéressent beaucoup les chercheurs en architecture. J'ai reçu aussi Miguel Hassin. Abdelrahim, ils intéressent des chercheurs en architecture ou des promoteurs immobiliers? On ne sait jamais si un étudiant en architecture est un futur espion de la promotion immobilière. D'accord. Mais on répond aux questions et on stabilote bien le fait qu'il y a encore des espèces qui vivent dans ces terrains qui étaient beaucoup plus florissants, beaucoup plus vaseux il y a quelques années, qui sont en train de s'assécher par le climat, mais aussi par l'action humaine. Mais voilà, je ne suis qu'une encyclopédie ouverte, à cœur ouvert, et après à chacun de travailler en utilisant un peu sa conscience.
Par contre, j'ai aussi travaillé pendant une année avec un chercheur espagnol qui fait des études aux Pays-Bas, qui est ce qu'on appelle un enquêteur écologique. C'est-à-dire que quand on retrouve dans certains pays un animal mort, on détermine une scène de crime. Et donc, il faut toute une recherche sur les causes de la mortalité de cet animal. Donc, Miguel Hassin a travaillé avec le musée de l'Âne pendant 6 mois pour une enquête sur le trafic des serpents et des reptiles au Maroc. Une enquête très intéressante, et dans les archives du musée, par exemple, nous avons sa thèse qui fait 200 pages sur son rapport. Mais plein d'autres personnes contactent le musée. Certains sont juste des gens intéressés par le sujet, qui commencent. Par exemple, il y a tout un travail aussi qu'on fait de communication avec les personnes qui considèrent encore la tortue comme un animal de compagnie pour les terrasses. Alors que la loi est très ferme sur cela, il est interdit de vendre ou de posséder une tortue grecque marocaine. Donc vous faites du conseil, de la prévention. Vraiment, on est dans ce cas-là comme un caméléon. Le caméléon, qui est un animal en voie d'extinction à Essaouira parce qu'il est utilisé pour la sorcellerie. Il est jeté vivant sur le feu vif pour conjurer les sorts. Et donc voilà, tout ça, je reste vraiment un caméléon de la discussion, et je ne suis pas là pour donner des leçons, je suis pas la loi. J'espère que les hommes de loi feront beaucoup plus que moi. Moi, je ne suis que dans l'accueil et le partage d'informations. Qu'est-ce qu'il y a dans vos archives? Vos archives comportent quel type de documents? Alors, vu que depuis le début, j'ai lancé un appel à participation, et que le musée, depuis le début, toutes les œuvres du musée ont été offertes par des artistes, tous les livres ont été offerts par des libraires ou par des particuliers. Donc j'ai toujours invité à la participation, et nous restons dans ce principe-là avec les partenaires sur le fait que on arrive ici, on ne sait pas trop ce qu'on veut, les archives sont ouvertes à tout le monde, on discute et on découvre des points en commun ou des points de divergence, et on continue à en discuter. Alors ici nous sommes dans la pièce des œuvres. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y trouve? La première version du musée de l'Âne a été une version qui a grandi au fur et à mesure. J'ai juste accroché les œuvres à chaque fois qu'elle arrivait. Maintenant qu'on a pu déménager dans un local plus grand, j'ai appelé quelqu'un qui a un peu plus de goût que moi. C'est ma femme. Et elle a décidé que certaines œuvres avaient le droit d'avoir un mur à elle toute seule, et d'autres pouvaient être mélangées. Donc c'est un choix curatorial, même si je n'aime pas ce mot. Et donc sur un mur, il y a exceptionnellement la seule photo d'âne, où c'est un homme qui joue le rôle de l'âne. Et c'est une photo de Meryl Lewis, que je remercie énormément, parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, qui a contacté le musée de l'Âne et pas moi, et qui a offert cette photo magnifique au musée. De l'autre côté, c'est Manuel Cano, un peintre espagnol amoureux du Maroc et amoureux des ânes à un point inimaginable. Il dessine des ânes, mais pratiquement 90% de ses œuvres, c'est que des ânes. Donc ces deux murs-là sont dédiés exceptionnellement à deux artistes, et le reste de la collection est un peu mis en avant selon la taille, selon le goût du curator. Un autre mur est dédié aux affiches. Et je remercie tous les artistes qui ont participé: Isa Pardi, Babahoum, Lakari Konil, Noam, Ito Barada. Une très belle affiche vers Anis de Ito Barada, qui a plus de zèbres que d'ânes, mais qui a quand même quelques ânes. Alors, c'est pour ça que certains visiteurs regrettent que je ne sois pas là tout le temps, parce que chaque œuvre a une histoire, et parfois chaque œuvre a une histoire cachée. Donc je vais retirer l'œuvre de Ito Barada pour lire
Ou pour te laisser lire. Alors, ce qui est écrit derrière l'affiche, c'est l'homme âne. Parfois, on entendait du bruit dans le fourrage derrière, chez les voisins. On se cachait et on regardait un homme debout sur un tabouret et qui baisait un âne, son âne. Ma dada nous a dit qu'elle avait vu naître un homme à tête d'âne. Ça, c'est les histoires de la vieille montagne, de Sidi Masmoudi. Là, on voit une histoire d'Itobarada. Bon, c'est cocasse, donc c'est un peu comme l'origine du monde qui se cachait derrière un tableau chez Lacan. Là, derrière les affiches, il y a des petites histoires cocasses. Énormément. On passe, par exemple, devant l'affiche du film Donkey Love. C'est un documentaire sur la Colombie. Et quand j'ai le temps et quand les gens ont un peu d'écoute, des oreilles d'âne, je leur raconte le fait que cette affiche évoque chez moi le cas des 13 enfants de Sidi Qassem. Et avec l'ânesse, ces 13 gamins qui ont couché avec une ânesse, l'histoire est arrivée jusqu'au New York Times. L'ânesse a été euthanasiée et les 13 enfants ont été vaccinés contre la rage. Et ce sujet-là, finalement, nous sort carrément du sujet animal. Et notre relation à l'animal est souvent sexuelle et pas qu'au Maroc. On fait de la sociologie, là. Oui, je laisse la sociologie aux sociologues. Moi, je ne fais que couvrir des portes de réflexion. Et je trouve que l'âne comme objet sexuel est cité aussi dans d'autres cultures occidentales. On a dans des mythes monté comme un âne. J'ai appelé l'âne d'or avec cet être humain qui devient un âne et qui couche avec une ânesse avec un esprit d'être humain. On a énormément d'histoires comme ça et ayant grandi pas toute ma vie mais par moments à la campagne, je connais les histoires d'adolescence des Marocains qui ressemblent beaucoup aux histoires d'adolescents de tous les jeunes campagnards du monde entier, quoi. Le rapport sexuel avec un animal existe. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça va disparaître. Donc tous ces sujets-là sont possibles au musée de l'âne. D'accord, mais c'est pas sujet principal non plus. Non. Le sujet principal pour moi c'est le besoin qu'ont les enfants, comme je l'ai été, de regarder, de découvrir les animaux, parce qu'à travers la découverte des animaux, on se découvre nous-mêmes, quoi. Bien sûr. Tu as un grand mur avec plein de petites œuvres, plus petites par la taille, mais grandes parfois par le talent. Que voit-on sur ce grand mur? Alors, pour moi, ce petit mur devenu grand est une carte du monde, parce que j'ai eu la très grande chance de recevoir des œuvres du monde entier. Je commencerai par Mounou Désiré Kofi de Côte d'Ivoire, en passant par Mohamed Haïti, un talentueux dessinateur issu des Beaux-Arts de Tétouan, qui vient d'Agadir. On a Paulo Free du Cameroun. On a Celia Moro, une Espagnole qui vit à Briège. On a Hélène Maringer, qui est une fille issue de la communication artistique qui a créé Shine Post. Et en fait, c'est une entreprise qui crée de la fausse monnaie frappée à l'effigie de sujets. Et ils ont de la monnaie à l'image de la face cachée de la lune. Et voilà, c'est plein de. On a un gars, Mehdi Zmouri, qui vient du street art et qui a pour la première fois fait un petit dessin. Ça a été sa première fois. On a Myriam Ruisseau, qui est une des premières artistes du musée de l'âne. On a Gareth Zalouka qui nous vient d'Australie. On a Zach Browin des États-Unis. On a Ezra Dickinson qui est à la base un danseur urbain et qui a fait des dessins pour le musée. On a des œuvres du monde entier. Ça prouve que le capital sympathie de l'âne n'a pas de limite, quoi. Ce sont des photographies, des lithographies, des dessins, des aquarelles.
Il y a absolument un peu de tout. Effectivement, il y a un capital sympathie autant pour l'âne que pour le musée, on va dire, que pour... Je crois qu'il y a un pour le capital projet. sympathie, voilà, pour le projet, pas pour le musée spécialement, parce que dernièrement j'ai reçu une dame très gentille qui a débarqué avec une œuvre à offrir au musée, une œuvre de Rachid Hanbali, qui est un peintre marocain assez coté, et elle m'a dit j'arrive parce que quand tu m'as parlé du musée il y a 4 ans, je me suis dit mais ce gars il est fou, mais si sa folie arrive à quelque chose, je lui offre mon Hanbali. Et voilà, elle s'est retrouvée, elle a dû se délaisser de son œuvre parce que 4 ans après le musée est ouvert et qu'elle a pu le voir. أنا جيت واخا جيت جون نمار أواخا جون نمار قلبي اللي بغاك الوليد 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 أنا جيت واخا جيت جون نمار Tu as un rayon littérature aussi, qui correspond à quoi? Le rayon littérature a été assez compliqué parce que quand on commande sur internet, des fois on attend 4-6 mois pour recevoir quelque chose. Mais je trouve que c'est le rayon le moins complet du musée, quoi. À compléter donc. C'est un appel. Complètement, la liste est encore énorme. Je voudrais surtout citer Mohamed Ben Zakour. C'est le seul livre du musée de l'Inde que je ne peux pas lire parce qu'il est édité en hollandais. Alors que quand tu parles hollandais de Mohamed Ben Zakour, c'est comme si tu parlais de leur première star en littérature. Et je trouve très décevant que aucune maison d'édition n'ait osé traduire cet auteur. Parce que tant vers l'arabe que vers le français ou l'espagnol. Non, je n'ai traduit que
que vers l'anglais, et c'est dommage parce que c'est un enfant du pays, c'est un enfant du Rif qui a écrit que sur le pays et qui n'a jamais été traduit au pays, et je trouve ça assez décevant. Et si le musée a un jour les moyens de traduire ce livre, ce sera un des projets du musée. Bonne idée, ça c'est encore une perspective très muséale justement. C'est des projets qui sortent du cadre posé sur le mur et des livres exposés sur... Oui, ma première envie c'est d'abord de l'inviter à découvrir le musée. Comme il est marocain et en plus du nord du Maroc, il doit peut-être souvent passer par le Maroc. J'ai déjà contacté Abdelkader Ben Ali, qui est un ami à lui qui lui a parlé du musée. J'attends de le recevoir et peut-être une lecture en hollandais ici, que personne ne comprenne et que tout le monde sente ce besoin de lire ce monsieur qui est exceptionnel et qui écrit sur nous avec un œil de ce qu'on appelle marocain résident à l'étranger. Tu es aussi, le musée de l'âne de Tanger, c'est aussi le seul musée de Tanger à avoir une boutique. Ça, c'est quand même assez amusant. C'est amusant, oui, mais ça, c'est que le résultat de mes études. Nous, quand on nous présente les musées du monde, il y a toujours une boutique dans un musée, quoi. Donc, je ne comprends pas pourquoi les musées tangérois souffrent de financement alors qu'ils ne s'auto-financent pas. Un musée devrait avoir des reproductions des œuvres en carte postale, des t-shirts, Je suis très content d'avoir vu le nouveau festival de Casablanca Jazz, qui a créé toute une boutique autour du festival. Et voilà, les gens ont envie de souvenirs, les gens adorent offrir. Quand les gens voyagent, ils adorent offrir. Et puis voilà, le touriste ne peut plus prendre de tapis avec lui parce que bien sûr la difficulté de prendre l'avion maintenant avec des billets pas chers mais les bagages qui coûtent plus cher. Donc il faut qu'on crée une nouvelle offre, et c'est désolant quand je vais à Ashqar ou à Chaouane de trouver que tous les petits porte-clés avec des chapeaux de jbliette ou avec des chameaux sont fabriqués en Chine. Made in China, oui. Et pour moi, Made in China, c'est désolant. D'abord, on n'exploite pas assez notre potentiel. Et puis voilà, ce serait une façon d'arrêter de se plaindre, de créer des boutiques, parce que les gens, quand ils visitent un espace et quand ils sont heureux de le visiter, en sortant, ils veulent aider l'espace, mais aussi prendre du souvenir. Et une boutique, c'est comme prendre une partie de cet espace-là avec soi et à offrir aux autres. Là, on est au 49 montée de la Casbah. Il y a au rez-de-chaussée de la maison une galerie. Et au premier étage, il y a Rock da Casbah qui fait ses fameux t-shirts. Pourquoi ne pas faire une ligne de t-shirts? On est en pleine discussion sur ça. On est en train d'essayer de contacter un designer dont le dessin nous a plu. On est en train de discuter sur pas mal de propositions. Quelque chose va sortir de cet immeuble qui a une certaine magie, quoi. Ce 49, ça a une certaine magie. Donc voilà, on fait que moi je suis là depuis 2 mois et le projet ne fait que commencer. Comment es-tu tombé dans les histoires d'ânes? Moi c'est l'histoire d'animaux. J'avais jamais rencontré un âne avant mes 28 ans, je crois, ou même au-delà, hein. Je suis de Khmisset, mais j'ai grandi dans des grandes villes. Je crois que ma rencontre avec l'âne, ça a été à Ben Guerir. Et à Ben Guerir, quand je suis arrivé, j'ai demandé... que faisais-tu à Ben Guerir? À Ben Guerir, j'avais essayé j'avais l'esprit entrepreneur et j'avais remarqué et j'avais l'esprit écologique aussi. Et donc, j'avais entendu parler de ce grand projet de Ben Guerir la Verte, avec l'université verte, avec des projets innovants à Ben Guerir pour soutenir l'agriculture verte. Et donc, j'étais parti là-bas pour découvrir cette ville, découvrir ces projets. Je supportais pas Marrakech et j'avais envie de changer un peu d'air. J'avais envie de climat sec aussi.
Donc le choix était pas forcément vers les ânes. Et en arrivant là-bas, je découvre une ville dont toute l'économie, tout le transport est régi par l'âne. Pas à dos d'âne, heureusement, c'est toujours par âne, des ânes qui tirent des petites calèches, des petits deux roues aménagés. Et j'ai découvert une relation avec l'âne qui était exceptionnelle. C'est-à-dire, par exemple, on arrivait à la station de taxi d'âne. Et les gens évitaient le premier âne et montaient toujours sur le deuxième, troisième. Et quand tu leur demandais pourquoi, ils te disaient oui, parce que le monsieur, il maltraite son âne. Et les propriétaires d'âne comprenaient qu'il fallait prendre soin de son projet, de son âne. De son outil de travail. De son outil de travail pour que les gens te respectent. Du coup, on avait ceux qui le lavaient au shampoing chaque jour devant tout le monde. D'autres qui le nourrissaient de bananes. Et c'est aussi là-bas que j'ai découvert l'intelligence de l'âne, mais surtout sa capacité à se rappeler du chemin. Et je vous raconte une anecdote. Donc, je vivais dans la résidence Warda. Et donc, la première fois, je monte sur ces calèches. Je dis au monsieur quartier Warda, et l'âne démarre direct. Je me dis, c'est une coïncidence. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un signal entre le propriétaire et son âne. Deuxième fois, Warda, l'âne démarre direct. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais non, mais il t'a entendu, il a compris, il est parti, quoi. Et j'arrivais pas à y croire. Je me disais, non, c'est pas possible. L'âne ne peut pas être aussi intelligent et ne pas avoir autant d'écoute, quoi. Jusqu'au jour où je prends un âne, je dis Warda, l'âne démarre, et arrivé au croisement de Warda, l'âne et le propriétaire se mettaient pas d'accord sur le chemin. Le propriétaire lui demandait d'avancer encore, et l'âne lui disait non, c'est par là. Et en fait, le propriétaire nous expliquait qu'entre-temps, il y a eu un trottoir de construit. Et l'âne se rappelait de la route, et le propriétaire essayait de lui dire non, ce n'est plus la route, il y a une nouvelle route, parce que l'ancienne a été bloquée par un trottoir. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est vrai. Cet animal-là, il a compris que son travail, c'était quand les gens montaient, il allait démarrer, et il a pris, parce qu'en même temps, à Ben Guerir, il y a 5-6 quartiers, donc voilà, et Warda, son oreille se bougeait, Warda, il démarrait. Et c'est à ce moment-là, je crois que je me suis dit, cet animal-là va être l'emblème de quelque chose, quoi. Ben Guerir, c'est donc le paradis des ânes, si je comprends bien. Nourri à la banane et lavé au shampoing. Ah oui, c'est le paradis des ânes, mais c'est aussi l'enfer des ânes, parce que on parle d'une région qui, moi j'y étais il y a pratiquement 8 ans, c'est une région qui souffre de sécheresse, quoi. Et je suis sûr que de plus en plus, les taxis vont prendre le relais, les ânes vont être relégués à du travail de somme. D'ailleurs, à Ben Guerir, c'est les ânes qui ramassent les ordures le matin. Et c'est excellent parce que les habitants savent que c'est les ânes qui ramassent les ordures. Du coup, ils ne mélangent pas leurs ordures en plastique avec les ordures mangeables par un âne. Et donc, le propriétaire ramassait les ordures tout en ramassant la nourriture de l'âne au quotidien. Et ça faisait ce qu'on appelle une économie circulaire parfaite. Un cercle vertueux. Donc, Ben Guerir n'est pas devenu une capitale, un pôle marocain de l'économie verte par hasard. Non. Je crois que le Marocain moi je me rappelle de mon arrière-grand-mère qui a toujours ramassé les miettes de la table en disant ça c'est pour les poules. Donc je crois que le Marocain a toujours été dans ce cercle vertueux, le Marocain dans sa mémoire fraîche. Cette année qu'on appelle l'année des sauterelles, cette année qu'on appelle l'année du banc, avec les bons de rationnement. Donc que ça soit, on a aussi les famines du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Le Marocain a connu des temps très durs qui lui ont appris que raisonner sa consommation faisait partie de sa survie. Revenons aux ânes. Donc tu as Ben Guerir et d'un seul coup tu réalises que l'âne est un animal extrêmement intelligent, et ça on le savait, et ensuite extrêmement utile. Et qu'est-ce qui fait que tout ça bascule dans une histoire de musée? Ça a basculé dans une histoire faut bien nourrir le maître des lieux. Donc je suis revenu à Tanger et
j'ai commencé avec ma compagne de l'époque, hors Claverie, une résidence d'artiste. Et donc cette résidence d'artiste m'a permis de me poser, de réfléchir mes projets. J'avais le local pour les confitures qui était fermé, qui devait servir à quelque chose. Et la réflexion a commencé sur ce projet-là. Passer des confitures à un projet comme celui-ci est une réflexion économique aussi. C'est que je passe à des produits périssables, de produits périssables à des produits non périssables. Parce que quand on n'a pas la force économique d'un produit comme les confitures ou la restauration, on se casse très vite les dents. Et donc je me suis dit, plus jamais les confitures. J'ai assez souffert à jeter des confitures invendues, à galérer à les emballer, à les conserver. Et donc je me suis mis à réfléchir à un projet. Je casse un mythe, parce que beaucoup de gens disent il aime les animaux, c'est pour ça qu'il souffre pour les ânes. Non, j'aime les animaux, c'est pas forcément pour ça que je vais lancer un projet pour les animaux. Je travaille parallèlement avec plusieurs associations pour la préservation des espèces. Je suis en contact avec le commissaire des eaux et forêts pour envoyer la police quand on découvre un macaque de barbarie chez quelqu'un. Ça, c'est un engagement qui n'a rien à voir avec le projet du musée de l'âne. Le musée de l'âne est venu asseoir tout ça. Mais mon engagement personnel est parallèle à mon projet de vie, ou un projet... Donc, arrivant ici, réfléchissons à un produit non périssable pour créer un projet, et discutant aussi avec les différents invités de la résidence d'artistes, je découvre que chez les artistes, quand tu dis un âne, ça fait pas rire, forcément. Et je me dis, il y a une possibilité, parce que cet âne qui est juste une moquerie, un sujet de blague, une insulte, est autre chose chez les auteurs, chez les écrivains, chez les poètes, chez les amoureux de la nature. Donc, il y a un public. Et de plus en plus, puisque j'étais encore loin du Maroc de la COP22, du Maroc de la préservation de la biodiversité. On était encore dans les esquisses de tout ça, quoi. Et je me dis, en fait, s'il y a un capital sympathie chez les auteurs, chez les acteurs, chez les jeunes, chez les enfants, il y a quelque chose à faire avec ça. Et donc c'est parti. Et c'est parti en parlant, et plus tu en parles, et j'encourage tout le monde à parler de ses rêves, parce que c'est les autres qui font que tu grandis, c'est jamais toi-même. Il y a que dans la musculation qu'on se grandit soi-même. Il y a une grande bienveillance à l'égard de ce projet, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est génial. Après, il faut travailler, ça c'est sûr. Ce n'est pas que en parlant, il faut aussi aller chiner partout dans les librairies, aller chiner partout sur Internet, en parler. Quand j'accueille les journalistes arabophones, certains qui font du sensationnalisme, et quand je prends quelques temps à lire les commentaires, il faut avoir la tête dure pour continuer, parce que ce n'est que des insultes. Je remarque par exemple sur certains médias que mon projet ne sert qu'à insulter l'Algérie et vice versa, quoi. Et ça me désole. Heureusement que tous les 100 commentaires, il y a quelqu'un qui réagit en disant mais vos insultes n'ont aucun sens, cet animal a bâti vos pays et tout. Mais voilà, il y a encore énormément de travail à faire sur l'insulte, c'est pas gagné donc. Ah non, c'est pas gagné, ça c'est sûr. Par contre, il y a des choses qui encouragent. Dernièrement, il y a 2 frères qui m'ont contacté du Koweït, et ils m'ont dit écoute, ton projet nous a tellement fait plaisir, on est des amoureux des ânes. Ils étaient en WhatsApp, ils me montraient leurs ânes dans la maison. Ils m'ont dit on a tellement d'ânes dans notre maison, en figurines, en posters et tout, que tu nous as donné envie de créer un musée de l'âne du Koweït. 6 mois après, ils m'envoient le site web et ils ont créé le musée de l'âne du Koweït. Et ça efface un peu ces milliers d'insultes sur Internet, quoi. C'est rarement des insultes envers moi-même, pratiquement jamais. C'est sur l'âne. Ah non, c'est entre eux, quoi.
Ah oui. C'est entre Maroc, Algérie, Tunisie. Ils s'amusent à s'insulter entre eux, genre bien sûr, s'ils ont un musée de l'âne, c'est que c'est le pays des ânes, et l'autre qui lui dit oui, mais nous au moins on a notre musée, vous le mangez. Et Oui, d'accord. il y a un livre à faire que sur les commentaires après le passage d'un journaliste. Et plein de fois, je me suis dit, est-ce que je vais arrêter la rencontre avec les journalistes, parce que si ça ne sert qu'à ça. Et pourtant, il y a une grosse demande des médias pour ton projet, parce que c'est tellement inattendu. Des fois, je me dis, c'est parce qu'il se passe jamais rien d'intéressant à part des meurtres, des accidents, des problèmes, et que la presse arabe a envie de parler d'autre chose. Et voilà, s'il y avait 100 musées à Tanger, je crois que ça prendrait un peu de temps aux journalistes, mais il y a rien qui se passe. Il y a une vie culturelle qui est assez intense dans cette ville quand même. Oui. Mais c'est ça, tu bénéficies. Une vie culturelle intense, mais répétitive, jamais insolite, jamais choquante, jamais innovante. Exposition sur exposition, lecture sur lecture, souvent avec jamais, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'invitation à une lecture en français qui serait en plus, avec un peu de moyens, retransmise en d'autres langues pour le public. Et donc moi, quand j'ai rencontré Tanger, j'ai aussi rencontré ces cosmos qui se rencontrent, mais qui parlent différentes langues. Et en fait, il faut être du haut du panier pour parler aux Espagnols, aux Anglais, aux Français, aux Arabes. Ça demande 4 langues, cette ville, quoi. 4 langues et plein de vie. Et plein de vie, parce que faut suivre, quoi. Mais voilà, je crois que la presse aussi cherche du sensationnel. Et c'est je pense que comme tu dis par rapport aux événements culturels, du surprenant, de l'inattendu, quelque chose qui nous ravisse, et ce musée comporte tout ça. Plus le fait que tu sois un excellent communicateur et que tu bénéficies d'un capital de sympathie assez extraordinaire. Ah oui, écoutez, c'est du travail, hein. Croyez pas que c'est inné, quoi. Abderrahim Benatabou, merci beaucoup pour cet entretien et d'aider le monde à mieux aimer les ânes qui sont de merveilleux animaux. Alors j'ai une dernière histoire à vous raconter, comme ça, comme une fable, comme ce qu'on appelle une histoire du fond de la jarre, comme on dirait en arabe. Le musée est dédié à mon arrière-grand-mère que j'ai connue, qui s'appelle Anna Fatoma. Anna Fatoma a vécu jusqu'à 113 ans, toute seule, dans son petit patelin de Khmissed, dans sa petite maison de Khmissed avec un puits, 3 oliviers, 5 ou 6 poules et son âne. Et son âne, elle l'adorait, même s'il l'avait fait tomber 2-3 fois et qu'elle avait des grosses douleurs au dos à sa mort. Cet âne-là, elle l'adorait comme une Chevrolet parce que c'était son lien avec le monde. C'est cet âne-là qui connaissait la route du fils. C'est cet âne-là qui connaissait la route du marché. C'est cet âne-là qui avait les habitudes. Elle avait qu'à monter. S'il sentait de l'huile d'olive, il savait que c'était pour le fils. Si c'était le mardi, il savait que c'était pour le marché. Et Anna Fatoma, quand elle est morte et que quand j'ai lancé le projet du musée de l'âne, ma famille est venue me raconter sa force, d'où venait sa force. Et en fait, Anna Fatoma, dans les razzias berbères, faisait partie du dernier bataillon. C'est-à-dire, c'était des femmes à dos d'âne avec des seaux de henné, et elles avaient comme but de marquer les déserteurs. Parce qu'une razzia, c'est toujours devant, tout droit. Et quand tu reviens en arrière, t'avais cette ligne de femmes à dos d'âne qui te jetait du henné sur le visage. Et avec du henné sur le visage, tu ne pouvais plus rentrer dans la tribu. Ali, Ali, Ali Baba, de la mosquée à la Casbah. Quand on m'aperçoit, ce n'est qu'un cri. Bonjour Baba, adieu Ali. Tous
toujours content, jamais pressé, je n'ai qu'à me laisser pousser. Et quand par hasard ça ne va pas, je me dis mektoub, Inch'Allah. Ali Baba, Ali, 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 Ali Baba. Ali Baba, Ali, 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 Ali Baba. C'était Fernandel qui, à dos de son âne, vous interprétait la célèbre chanson du film Ali Baba. Vous avez écouté le deuxième épisode de Détroit, votre podcast culturel sur Tanger et sa région, consacré à Abderrahim Ben Atabou et son musée de l'âne à Tanger, The Donkey Museum of Tangier, dans la montée de la Casbah. Le podcast a été bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé, avec beaucoup de réverbération, beaucoup de cuicui d'oiseaux, pas mal de cris de goélands et même un appel à la prière. Merci à Christophe Godino pour ses conseils et à Marion Fontenil pour son plus que coup de main. Merci à Omar Mtiwi pour les solos de luth tirés de son album Andalousie et qui constituent nos génériques. L'accompagnement musical a été emprunté à Najat Atabou, J'en ai marre, et bien sûr donc à Fernandel dans le film Ali Baba.